Imaginez vous êtes là tranquillement, votre café à la main, un œil encore endormi, quand soudain le monde bascule pas avec fracas, pas avec un bang spectaculaire, mais avec un souffle glacial venu du nord. Le Canada, oui, le Canada, celui qu'on pensait inoffensif, diplomatique, presque ennuyeux, vient de planter une lame froide et précise dans le cœur de l'économie américaine, et ce sans crier gare, pas un mot plus haut que l'autre, pas de conférence de presse théâtrale, juste une signature, une loi et tout un empire qui vacille, pendant que Trump vocifère sur Twitter au sujet des burritos ou accuse la météo d'être une conspiration woke. Mark Carney, d'un calme chirurgical, déclenche un cataclysme réglementaire qui fait trembler jusqu'aux fondations de la Maison-Blanche, pas un missile, pas un tank, juste une stratégie, un texte de loi pensé affûté, lancé comme une flèche à travers les lignes ennemies, et là tout change car cette loi c'est pas une réformette technocratique, c'est une déclaration de guerre silencieuse premier front. L'énergie finit le temps où l'Amérique pompait le pétrole canadien comme à une pompe à essence, désormais priorité au marché intérieur, les vannes se resserrent, les barils se font désirer, le Texas, tous le Michigan, tremble, les raffineries paniquent et personne n'a vu venir le coup. Ensuite, la donnée. Ce nouvel or noir, les géants américains de la tech pensaient régner sans partage. Et voilà que le Canada leur claque la porte au nez. Nouvelle législation protection renforcée, frontières numériques, étanches, Google, Amazon, Meta, tous pris de court comme des voleurs dans un entrepôt high-tech. Troisièmement, l'agriculture, autrefois symbole de coopération. Aujourd'hui, ligne de fracture. Ottawa subventionne ses fermes, coupe l'accès aux produits US et redessine les règles du jeu alimentaire. Le Minnesota regarde ses silos se remplir sans acheteurs. Le Wisconsin pleure ses tonnes de lait. Le Vermont découvre que son sirop d'érable n'est plus roi sur les étals. Ensuite vient le tourisme cible inattendu, mais tactique imparable. Nouveau visa, nouvelles taxes, nouvelles barrières administratives, les touristes américains bloqués à la frontière, les bus vides, les hôtels annulés, les guides touristiques en mode silence radio. Enfin, l'industrie manufacturière, point névralgique du système économique nord-américain, reçoit le coup de grâce, fin des importations massives, place au circuit court, priorité nationale. Washington comprend trop tard qu'Ottawa a réécrit les règles sans consulter personne, un uppercut économique asséné avec la grâce d'un joueur d'échecs et la froideur d'un chirurgien militaire, ce que Carney a orchestré, c'est plus qu'un acte de souveraineté, c'est une démonstration de puissance douce, une gifle géopolitique donnée avec le sourire, et pendant que les médias regardent ailleurs, pendant que les analystes cherchent encore à comprendre le vrai scénario, s'écrit là au nord, dans le silence glacial d'une guerre économique qui ne dit pas son nom. Et si vous pensiez que le Canada n'était qu'un figurant dans le théâtre mondial, il est temps de revoir votre copie, car aujourd'hui le rideau s'est levé et c'est lui qui tient le script, comprennent à demi-mot. Désormais, ce sont deux voisins qui se parlent à travers des avocats, et chaque colis, chaque camion, chaque marchandise qui traverse la frontière doit prouver qu'elle mérite de passer comme si le Canada avait remplacé le pont par une douane façon labyrinthe. Et pendant que Trump continue de jouer au cow-boy de la diplomatie en regardant vers la Chine ou l'Europe, c'est son plus vieux allié qui l'a poignardé dans le dos avec un stylo et un sourire. Mark Carney ne fait pas de bruit, mais chaque texte qu'il signe est une onde de choc. Chaque paragraphe, une torpille juridique, chaque signature, une déclaration d'indépendance déguisée, et tout cela, pourquoi pas pour faire tomber l'Amérique, mais pour ne plus tomber avec elle, pour que si Washington brûle Ottawa ne soit plus réduite en cendres avec lui. C'est le vrai sens de cette opération, une rupture douce mais irréversible, une déclaration de souveraineté déguisée en réforme technique. Et le pire dans tout ça, c'est que personne n'a rien vu venir.
venir, pas la Maison-Blanche, pas les think tanks, pas même les marchés qui maintenant paniquent, en silence, et cherchent à comprendre comment une simple suite de lois a pu créer un séisme géoéconomique sans un seul tir de sommation carnet. C'est pas un rebelle, c'est un stratège, c'est pas un provocateur, c'est un chirurgien, et l'Amérique, elle est encore sur la table d'opération sans même savoir qu'on lui a retiré un rein pendant qu'elle dormait. Alors, si vous pensez que tout cela va se calmer, détrompez-vous, car ce n'est pas qu'un bras de fer, c'est un changement d'époque, une réécriture silencieuse des règles du jeu, une guerre froide, version 2.0 sans missiles, mais avec des mémos sans tanks, mais avec des décrets. Et dans ce nouveau monde, celui qui gagne, c'est pas celui qui crie le plus fort, c'est celui qui planifie le plus loin. Et là-dessus, le Canada vient de donner une leçon que même la Chine prendrait en note. Restez avec nous car ce qu'Ottawa prépare maintenant pourrait bien redéfinir l'avenir de toute l'Amérique du Nord, et peut-être même au-delà. Maintenant que le vent a tourné, ils hurlent au scandale, au protectionnisme, à l'injustice. Mais personne ne les écoute, parce que cette fois, c'est la loi, et la loi c'est canadienne. Pendant que Washington essaye de recoller les morceaux, Ottawa lui empile les dossiers, les amendements, les révisions comme autant de briques d'un mur administratif implacable. Les réunions d'urgence s'enchaînent, les gouverneurs se chamaillent, les sénateurs s'énervent, mais à la frontière, les camions attendent et les formulaires s'allongent. Marc Carney reste muet. Regarde le chaos avec une froideur stratégique, comme un joueur d'échecs qui voit son adversaire tomber dans chaque piège tendu. La Silicon Valley s'affole, la tech demande des dérogations, mais le Canada reste de marbre. Tu veux jouer dans la cour du Nord. Alors il faut respecter les règles du Nord, et ces règles, elles ne se discutent plus. Elles s'imposent lentement, méthodiquement sans pitié, et surtout sans bruit. Ce qui rend cette opération encore plus brillante, c'est qu'elle ne s'annonce pas. Elle s'insinue. C'est une pluie fine, pas une tempête, une tension diffuse, pas une explosion. Et pourtant l'effet est identique. Paralysie, confusion, isolement. Pendant que Trump continue de jouer au shérif du commerce mondial. Le Canada s'est transformé en chirurgien de la réciprocité, découpant les avantages historiques des États-Unis, morceau par morceau, contrat par contrat, partenariat par partenariat, le tout dans un calme absolu. Et ce calme, c'est sa plus grande force, parce qu'il n'y a pas de coup de feu, pas de déclaration fracassante, rien qui fasse la une des journaux, juste une suite d'ajustements techniques, qui mis bout à bout, redessine toute la carte économique nord-américaine. Et pendant que les chaînes d'information débattent de sondages électoraux ou de tempêtes tropicales, la vraie tempête, elle est froide, elle est discrète, elle est signée Carney, et elle balaie tout sur son passage. Ce n'est plus un affrontement, c'est une réinitialisation, un reset géopolitique total. Et si vous pensez que le plus dur est passé, détrompez-vous, car ce n'était que la première vague. La suite arrive et elle promet d'être encore plus chirurgicale, encore plus silencieuse et surtout encore plus irréversible. Restez connectés car l'histoire ne fait que commencer et ici on vous la racontera sans filtre, sans détour et avec tout le mordant que mérite cette revanche glacée à la sauce érable. Mais tous sentent au fond d'eux que ce qu'ils vivent, ce n'est pas un incident, c'est un changement d'air. C'est la fin d'un réflexe vieux de 100 ans, où les États-Unis dictaient le tempo, et le reste du continent suivait désormais le Canada danse, à son propre rythme, joue sa propre musique, et ne demande plus la permission pour prendre la parole sur la scène internationale. C'est là que le coup porté par Marc Carney devient historique, car il ne frappe pas l'économie. Il frappe l'ego, il ne touche pas que les ports, les marchés ou les pipelines. Il touche l'idée même que se fait l'Amérique d'elle-même, celle d'un empire central, d'un modèle indiscutable d'une autorité naturelle. Or aujourd'hui, cette autorité est contestée non par un ennemi lointain, mais par le voisin sage, discret, poli, qui hier encore disait toujours oui.
Aujourd'hui, ce voisin regarde ailleurs, investit ailleurs, rêve ailleurs, et le plus fou, c'est qu'il n'a rien crié, rien cassé, rien insulté. Il s'est contenté d'écrire des lois, de passer des accords, de signer des contrats et de tourner la tête vers d'autres horizons. Alors oui, Trump peut continuer à faire du bruit, à menacer, à taper sur la table, mais le monde regarde et ne réagit plus comme avant. Les alliances deviennent liquides, les dépendances se renversent, les certitudes s'effondrent. Et dans ce grand glissement tectonique, Mark Carney ne cherche pas la gloire, il cherche la position. Il place le Canada comme pivot, comme alternative, comme échappatoire, dans un monde qui ne veut plus tout miser sur un seul joueur. Voilà ce que dit vraiment cette guerre silencieuse. Ce n'est pas une querelle entre deux leaders, ce n'est pas un bras de fer sur des taxes, c'est l'acte fondateur d'un nouvel équilibre, un moment où les cartes sont redistribuées et où les petits pays peuvent enfin faire entendre une voix calme mais ferme. Alors si vous pensez que tout cela est temporaire, vous n'avez rien vu. Parce que le plus dur pour les États-Unis, ce ne sera pas la perte d'un contrat, d'un pipeline ou d'un accord, ce sera de devoir admettre que pour la première fois depuis très longtemps, leurs voisins du Nord ne les suivent plus, mais les devancent. Et ça fait mal, car quand vous passez votre vie à cogner sur les tables, à hurler dans les micros, à menacer la planète avec des tweets cap-lock, et qu'un jour, vous réalisez que ce n'est pas un missile, mais un formulaire canadien de douane qui vous met à genoux. Alors là, vous savez que vous avez perdu et pas seulement une bataille. Mais l'illusion d'être intouchable, la chute ne vient pas d'un mur qui s'effondre, mais d'un plancher qui glisse lentement. Et Trump maintenant, regarde ce sol qui s'effrite avec ses grands mots, ses colères de foire et ses promesses creuses, pendant que le Canada lui avance sans bruit, sans pause, sans regard en arrière, et dans ce silence, chaque tic-tac résonne comme un compte à rebours, pas pour une guerre, non pour une sortie, une disparition programmée d'un empire qui croyait que le monde tournerait toujours autour de lui, pendant que d'autres plus discrets, plus petits mais plus lucides, prenaient note et prenaient position. Car c'est ça le vrai génie. Du coup, Canadiens, ce n'est pas une revanche, ce n'est pas une trahison, c'est une libération, une émancipation géopolitique, jouée en sourdine, dans un monde où ceux qui crient le plus fort ne sont plus ceux qu'on écoute le plus. Alors, pendant que Washington s'enfonce dans ses certitudes, Ottawa change le décor, réécrit le scénario, redistribue les rôles, et tant pis, si le héros d'hier n'a plus de scène où jouer. Car à l'heure du générique final, c'est peut-être pas le cow-boy qui reste debout, c'est le bûcheron discret, qui a su lire le vent et ranger la hache au bon moment. Vous regardiez le sud, c'est le nord qui a frappé. Vous attendiez un duel, c'est un retrait silencieux qui vous a eu. Vous cherchiez un bruit, c'est une absence qui vous a répondu. Et cette absence, elle a tout dit. Alors maintenant, posez-vous la vraie question. Si même le Canada, ce partenaire modèle, ce voisin sage, ce fidèle allié, décide de quitter le navire américain, sans bruit, sans fracas, sans drame, alors qu'est-ce qu'il reste à cette Amérique pour tenir debout? Qu'est-ce qu'il reste à Trump quand le monde ne tremble plus à son nom, quand les alliés sourient poliment et s'en vont, quand le miroir nordique se brise et ne renvoie plus l'image qu'il voulait voir? Et surtout, qu'est-ce qu'il reste de cette puissance qui croyait pouvoir tout imposer? Quand même le plus diplomatique des voisins choisit de lui tourner le dos et de regarder ailleurs. Cette question, elle est à vous. Maintenant, hurlez-la dans les commentaires ou murmurez-la en scrollant, riez-en ou grincez des dents. Mais surtout, réagissez, car ne rien dire, c'est déjà être dépassé. Et si vous pensez que cette histoire mérite mieux que le silence d'un algorithme, alors partagez-la pas pour nous, pas pour la chaîne, mais pour ceux qui croient encore que le monde bouge uniquement quand les grosses voix parlent. Car parfois, le vrai basculement se fait en douceur, et pendant que vous lisez ceci, les plaques tectoniques du monde bougent elles aussi, et parfois elles s'appellent Canada.
Ce que personne ne savait, ce que personne n'avait même soupçonné, c'est que depuis plus de 2 ans dans l'ombre d'Ottawa, une cellule confidentielle surnommée Maple 13 avait été constituée une équipe hybride mêlant stratèges économiques, juristes, cryptographes et anciens diplomates. Une task force silencieuse, financée discrètement par un budget de recherche non traçable et dont la mission était claire: préparer le jour où le Canada devrait couper les amarres, pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il n'aurait plus le choix. Et ce jour-là n'était pas une théorie. Il avait une date, un nom, un signal de déclenchement. Cette date, c'était le jour où les États-Unis adopteraient une nouvelle clause douanière, unilatérale, baptisée Eagle Clause, un document passé presque inaperçu au Congrès, mais qui donnait à Washington le pouvoir de suspendre sans préavis tout accord commercial bilatéral considéré comme non prioritaire. Le Canada était en ligne de mire, et la Maple 13 le savait. Alors ils ont lancé l'opération Snowveil, un plan en plusieurs couches, si complexe que même les analystes les plus fins n'ont toujours pas démêlé toutes les ramifications. Imaginez un échiquier à 8 dimensions, où chaque loi votée par Ottawa, chaque décret, chaque subvention n'était qu'un mouvement préparé à l'avance pour créer un réseau d'interdépendance, contrôlé et, si nécessaire, autosuffisante. Mais voici le plus vertigineux dans tout ça. Les cibles de ces lois n'étaient pas uniquement économiques. Certaines touchaient à des secteurs bien plus sensibles, les infrastructures critiques, les satellites, les brevets en matière d'armement autonome, les systèmes de navigation civile. Certains experts parlent même d'un brevet canadien classifié, capable de neutraliser un réseau GPS par impulsion thermique. Tout ceci a été discrètement déposé sous des labels anodins comme recherche glaciaire avancée ou protocole d'optimisation arctique, et personne à Washington n'a compris que le véritable cœur de la nouvelle stratégie canadienne ne se trouvait pas dans les chiffres du commerce, mais dans la souveraineté technologique silencieuse et progressive, et ce n'est pas tout. Dans les archives de la Chambre des communes, un rapport confidentiel daté d'octobre dernier et filtré récemment révèle que le Canada aurait commencé à transférer des serveurs sensibles de communication diplomatique non plus vers ses partenaires américains, mais vers des centres en Islande et en Finlande sous des protocoles de chiffrement non reconnus par la NSA. Ce que cela signifie, en langage clair, c'est que les conversations les plus stratégiques entre Ottawa et ses nouveaux partenaires se déroulent désormais hors de toute portée de surveillance américaine, un acte d'autonomie numérique majeur, dont les implications dépassent de loin le simple cadre commercial. Mais que fait Washington dans ce temps-là? Trump est en déplacement dans le Nebraska pour inaugurer un silo de soja géant, pendant que l'ordre mondial se réécrit sans lui, mais allons plus loin, car la pièce la plus choquante de ce puzzle reste à révéler selon des sources diplomatiques européennes recoupées par 2 anciens ambassadeurs canadiens. Aujourd'hui retirés, une réunion secrète aurait eu lieu à Zurich en marge du forum sur les infrastructures durables dans cette salle, protégée par un système anti-ondes et sécurisée par un service privé suisse. Des représentants de l'Inde, du Brésil, de l'Indonésie et du Canada auraient signé une charte préliminaire pour la création d'un fonds stratégique intercontinental visant à remplacer progressivement le rôle du dollar américain dans les transactions énergétiques nord-sud. Le Canada aurait proposé de stabiliser cette future devise alternative avec une combinaison d'actifs rares détenus en réserve et extraits des régions minières du Québec et des territoires du Nord-Ouest. Et là où ça devient un véritable tremblement de terre, c'est que le gouvernement canadien aurait déjà entamé la phase pilote de test de cette monnaie digitale en partenariat avec la Banque centrale brésilienne sous le nom de code Snowcoin.
Un système de transaction blockchain souverain dont la particularité est de n'être interopérable avec aucun système de régulation américain, ni SWIFT, ni Fedwire, ni nada. Cette simple possibilité mettrait à genoux non seulement les plateformes américaines de finance mondiale, mais toute la diplomatie coercitive qui repose sur l'arme du dollar, mais rien de tout cela n'aurait pu être possible sans une pièce centrale dans le dispositif, une femme que presque personne ne connaît, mais qui a été le cerveau opérationnel de cette transition économique totale. Elle s'appelle Eliane Moreau, ancienne analyste militaire, devenue conseillère stratégique de l'ombre de Marc Carnet formée à Paris, passée par le Mossad en stage clandestin puis réintégrée dans le circuit civil. Elle est décrite comme un génie froid, obsédé par les mécanismes d'effondrement systémique. C'est elle qui aurait modélisé les scénarios de décrochage progressif en simulant chaque réponse potentielle de la Maison-Blanche, chaque contre-sanction possible, chaque dérive interne prévisible, et selon un mémo interne intercepté par un consortium journalistique indépendant, Eliane Moreau aurait déclaré lors d'une réunion confidentielle ceci exactement: « La chute d'un empire ne commence jamais par un cri, elle commence par une absence de réponse. »